Dieu intense que je vais essayer de tenir dans la petite demi-heure qui m'a été allouée. Alors, je vais diviser quand même mon propos en deux parties. Pour une raison particulière, c'est que au fond, on a assez peu parlé pour des raisons d'organisation, enfin peu importe, peut-être pas assez du cas particulier que je représente, puisque je préside la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme, et que la question de la sensibilité est particulièrement centrale pour nous, c'est même un débat et un problème quotidien. Donc je voulais quand même dire quelques mots, non pas pour vous présenter le projet dans son ensemble, ce serait trop long, mais pour vous dire en quoi ce projet a partie liée avec la sensibilité, les sensibilités. Et dans un deuxième temps, je me risquerai à cet exercice toujours un peu délicat qui consiste à synthétiser ce qui n'est pas possible, mais de vous donner quelques idées générales de ce que j'ai perçu moi comme participant et un des organisateurs et non professionnel des musées. Je préfère le dire, je suis un historien, un universitaire, et j'ai découvert ce métier avec la fonction de cette mission de préfiguration, métier que je connaissais comme historien dans les conseils scientifiques ou comme commissaire d'exposition, mais pas du tout à ma place. Voilà. Donc je préfère le dire en entrée. Alors, en quoi le musée mémorial du terrorisme a affaire avec la sensibilité? Voilà. Première raison, elle est simple. Le sujet lui-même inquiète, il intrigue. Quand je dis le sujet, ce n'est pas le terrorisme. Le terrorisme inquiète, c'est sa fonction première. Mais le sujet, c'est-à-dire faire un musée qui va traiter du terrorisme et un mémorial, en soi inquiète. C'est quelque chose qui peut paraître évident, mais c'est une expérience que l'on fait, que je fais depuis, que nous faisons collectivement à la mission depuis le début. Et donc qui pose toute une série de problèmes. Le mot fait peur. Le fait d'utiliser le mot dans le titre, par exemple, Musée mémorial du terrorisme, fait peur, inquiète, c'est des interrogations. Je vais vous donner juste un tout petit exemple très concret. Les travaux de rénovation, nous sommes dans le cadre d'une rénovation d'un monument historique, l'ancienne école de plein air de Suresnes, vont commencer d'ici quelques semaines. Et donc, il a fallu afficher, non pas le permis de construire, mais ce qu'on appelle l'autorisation de travaux. Et eh bien, l'autorisation de travaux explique que ce bâtiment va être transformé, réaménagé pour y installer le musée mémorial du terrorisme. Cette simple évidence, c'est un fait banal, a dû remonter jusqu'au cabinet de la ministre de la Culture pour avalidation. Pourquoi? Parce que se projeter dans l'espace public, et en particulier l'espace public local de Suresnes, la confirmation qu'effectivement, il y allait avoir là un musée mémorial du terrorisme. Et donc, la raison pour laquelle c'est remonté si haut, parfois il y a des tas de choses plus importantes qui ne remontent pas si haut, c'est encore une fois, le mot fait peur. Alors, je dis juste, on n'aura pas le temps de discuter, pourquoi nous avons choisi de garder ce terme. D'abord, nous l'avons choisi, hein, c'est beaucoup de débats, tout simplement pour faire face au problème. C'est-à-dire, oui, il y a une sensibilité, mais la sensibilité, dès lors qu'on décide de faire un musée sur un sujet pareil, ben, il faut l'assumer. On peut euphémiser, on peut tricher un peu. Par exemple, on aurait pu l'appeler musée mémorial des victimes du terrorisme. Beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs un peu la carte de secours, le joker qu'on garde si vraiment il y a un problème. Pour l'instant, il n'y en a pas eu à ce point-là. Mais non, on parle... il est question du terrorisme, c'est un sujet sensible, c'est un mot qui fait peur, eh bien, on l'assume, avec toutes les conséquences. Toujours dans la même question de cette sensibilité, il y a une sensibilité, on va dire, intellectuelle, scientifique, on nous le répète quasiment tous les jours. Il n'y a pas de définition stable du terrorisme, il n'y a pas de définition internationale, etc., etc. Bon, bien sûr, mais c'est bien précisément la raison pour laquelle nous faisons un musée. C'est-à-dire, si nous faisons un musée, c'est parce que sur le terrorisme, on aurait pu le faire sur autre chose qui était périphérique ou qui était autour de ces questions-là. Mais c'est précisément pour prendre à bras-le-corps une notion qui fait peur, une notion qui n'est pas stabilisée, mais qui possède quand même quelques définitions, à commencer par une définition ou une qualification pénale. Enfin, c'est un détail, mais c'est quand même important. Et donc, voilà, si vous voulez, pour nous, la sensibilité est pratiquement l'objet même du musée. C'est-à-dire, mais on n'est pas les seuls, hein, c'est entendu plein d'institutions dont nous sommes par définition proches, hein, sur l'esclavage, sur la Shoah, enfin, sur toutes ces questions-là, on est dans les mêmes problématiques.
Alors, ensuite, je reprends vraiment très rapidement des choses qui ont été dites durant ce colloque, qui peuvent expliquer un peu notre position. La question a été posée hier à propos de la maison du dessin de presse, avec laquelle nous avons des points communs. C'est d'ailleurs ces points communs qui ont été en partie à l'origine de ces journées. Est-ce que c'est un projet politique? Oui, c'est un projet politique. Il n'y a aucun problème. On ne va pas se cacher. Et puis d'ailleurs, pourquoi on devrait se cacher? Le mot politique n'est pas un gros mot, quand même. Enfin, un petit peu quand même pour certains. Mais alors, quand on dit projet politique, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire comme pour le musée, la maison du lapsus, comme la maison du dessin de presse, c'est un projet qui a été porté à l'origine par les pouvoirs publics, qui vient essentiellement d'une demande, alors président de la République, bien sûr, il n'y a pas que le président de la République, on va faire tout l'historique, c'est quand même un projet présidentiel, oui, mais au départ, il y a quand même une demande des associations de victimes d'avoir un lieu unique. Alors, pourquoi unique? Parce que le terrorisme a ce site particulier, c'est qu'il frappe partout, n'importe où, et donc, après coup, pour tout ce qui concerne les questions mémorielles, on peut dire, il y a pas une infinité, mais il y a de très nombreux mémoriaux en France et à l'étranger pour les victimes françaises dans des attentats à l'étranger. Et donc, a germé l'idée de faire un lieu de mémoire national et unique. Mais immédiatement, et c'est là où le projet a une certaine originalité, c'est qu'à ce mémorial, on y a immédiatement associé l'idée d'un musée. Pourquoi? Ce n'est pas simplement pour expliquer la sensibilité, mais c'est parce qu'on part du principe, à tort ou à raison, que c'est un phénomène qui nous concerne tous, une banalité, ce que je dis là, nous sommes tous potentiellement des victimes du terrorisme tel qu'est le terrorisme aujourd'hui dans sa conception contemporaine. Et pourtant, pour la plupart d'entre nous, moi le premier quand j'ai commencé, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas très bien. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas comme des événements historiques sur lesquels il y a une accumulation de connaissances considérable. Là, au contraire, le musée mémorial de terrorisme a aussi cette vocation de susciter, de promouvoir, d'être un carrefour, parmi d'autres, sur une histoire qui reste pour une large part à écrire. Alors, quand je dis politique, juste une mention par rapport aux craintes que moi, personnellement, j'avais, une certaine expérience des sujets sensibles, hein, j'ai travaillé quand même quasiment toute ma carrière sur la Seconde Guerre mondiale et puis sur d'autres sujets comme le Rwanda et autres. Bon, et j'avais quand même une crainte, hein, c'est qu'il y ait une telle sensibilité autour de ces questions-là, une telle polarisation. On était même avant le 7 octobre. Hein. Je parle de ce qui s'est passé quand j'ai été nommé, c'était en 2019, que j'avais une crainte diffuse en tant qu'universitaire, je ne vais pas dire de pression politique, mais d'un intérêt très marqué du politique pour que ce soit les pouvoirs publics du côté du gouvernement, on va dire, du côté de l'opposition ou d'autres partis, etc., pour le sujet hautement controversé. C'est une évidence. Eh bien, alors ça n'a pas été dit, je crois, dans ce colloque, sur non pas ce qui est sensible, mais ce qui n'a pas été. Voilà, j'ai fait cette expérience, je touche du bois, je vous le dis très sincèrement, je sais que ce n'est pas fini et que ça ne va pas durer comme ça, mais globalement, une des craintes que j'avais, c'est que la sensibilité du sujet entraîne des problèmes, entre guillemets, de type politique que je n'aurais sans doute pas su véritablement maîtriser, vu ma formation, ma façon de penser, etc. Bon. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu trop, même quasiment pas du tout, à souffrir de ce genre de problème. Pourquoi? Parce que, bien que sensible, bien que controversé, bien que non stabilisé, enfin, on peut reprendre tous les adjectifs par lesquels j'ai commencé, il y a quand même un certain consensus à minima. C'est-à-dire, soit consensus pour avoir un lieu de mémoire de ce type, soit en tous les cas un consensus pour ne pas l'attaquer de front. Je suis sûr que dans le panorama politique, il y a certainement des adversaires qui n'attendent qu'une occasion pour nous tomber dessus, mais pour l'instant, voilà, ça ne s'est pas produit. Et puis j'en viens à l'essentiel, je ne veux pas être trop long sur la présentation de ce projet. Bien sûr, la sensibilité, elle tient à notre collection. C'est un peu comme le mémorial de la Shoah, que je connais bien. Pratiquement, toutes nos collections, tous nos objets sont sensibles. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ils le sont à plusieurs titres, parce que presque tous, j'enfonce des portes ouvertes, hein, excusez-moi, mais quand même, il faut dire les choses, sont presque
tous issus, ou sont presque tous ces objets, des traces d'une violence réelle et pas simplement métaphorique ou représentée. Et d'une violence qui n'est sans doute pas comparable. Hein. Là aussi, vu ma formation, je fais très attention à ça. Le nombre total de victimes du terrorisme, c'est à peine au radour. Enfin, j'exagère. Donc, il y a une question de proportion qu'il faut garder en tête. Mais néanmoins, l'une des petites différences, c'est une sensibilité, si je puis dire, majeure pour ce projet, c'est que tout visiteur qui va visiter ce musée sait qu'il peut être lui, ou il l'a été d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, victime du terrorisme. Lorsqu'on visite le mémorial de la Shoah, on est dans une souffrance ou une mémoire, on est dans le passé d'une certaine manière, avec une projection sur le présent, sur l'antisémitisme ou le racisme, pareil pour l'esclavage ou d'autres sujets. Pour le terrorisme, c'est très différent. La menace est là, réelle, concrète, y compris dans le musée. C'est ça qui est potentiellement, j'entends bien sûr, hein, c'est ça qui rend la sensibilité de ce travail. Hein, vous voyez, je développe dans tous les sens le terme de sensibilité, mais c'est pas un effet rhétorique, hein, c'est véritablement la manière dont je pense que nous ressentons les choses à l'intérieur du musée. Alors, nos collections, alors, elles ont un souci particulier que d'abord, on nous a dit, alors je ne dirais pas qui, mais on nous a dit, des professionnels voilà, de la profession, nous ont dit, vous n'y arriverez jamais. On ne peut pas faire un musée sur un sujet pareil d'abord, et puis vous n'avez pas de collection, on n'en aurait jamais. Ah bah, si, on a eu de la chance, on en a eu. Elles ne sont pas considérables, hein, on ne va pas... mais il y a un début à tout. Voilà, même si le sujet est différent. Et donc, nos collections, ce sont essentiellement, d'abord, les CD de justice, donc, ce qui me permet de dire dans une incise, d'abord, c'est relativement une nouveauté, c'est pas entièrement une nouveauté, mais c'est relativement une nouveauté. C'est la première fois qu'un musée va récupérer des CD de justice de manière systématique. Donc, les CD de justice, c'est tous les objets qui ont servi, enfin, objets, documents et autres qui ont servi à une enquête judiciaire, un procès, et qui, une fois l'affaire close, définitivement close, sont, rangés au greffe et destinés à la destruction. Là, on est dans un cas très particulier, ce qu'on appelle une sorte de dérivation. Ce qui devait être détruit à 90% à peu près, hein, pour les scellés, va se retrouver dans notre musée, avec des problèmes juridiques qui sont arrivés. Au départ, tout allait bien, puis après, au fur et à mesure qu'on avançait dans le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits obstacles juridiques, mais on a plus ou moins contourné. Donc, le projet, oui, a partie liée vraiment avec le droit pénal, hein, le droit dur, si je puis dire, et la justice. Et puis, nous avons des objets de victimes ou encore des objets qui sont liés à la lutte contre le terrorisme. Voilà, on a donc des objets qui, par définition, alors, présentent des formes de sensibilité différentes. Ça me permet d'aborder aussi indirectement des idées de conclusion. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle, encore une fois, nous ne sommes pas un musée, nous sommes une préfiguration de musée. On essaie d'anticiper, d'imaginer ce que ça pourrait être. On va rencontrer des choses dont vous êtes, sur tous les cas qui sont intervenus depuis hier, presque plus familiers que pour nous. Alors, nous avons par exemple des objets qui ne sont pas montrables au public. Alors, je vais le dire, hein, clairement, nous avons par exemple des enregistrements audio ou vidéo, par exemple la caméra GoPro de Mohamed Merah des attentats de Toulouse, que nous avons récupéré dans les scellés de justice de l'affaire des attentats de Montauban de Toulouse de 2012. Alors, avec une discussion, on ne va pas les montrer, c'est presque une évidence, hein, on ne va pas faire semblant de dire qu'il y a débat, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat sur des images de ce type qui sont d'une violence absolue. Mais on a eu une interrogation par Samuel Sandler, qui était un des concernés, parce qu'il était le grand-père des enfants qui ont été assassinés. Et c'est un débat auquel j'ai répondu comme historien, comme président de la mission, mais je pense que c'est un débat qui concerne par définition notre sujet. Je disais, évidemment, on ne va pas les montrer, mais on va les garder. On va les conserver. Pourquoi? Parce que voilà, le principe a été de dire que nous allions récupérer ces CD, que ces CD étaient un des éléments de collection. Et puis j'ai ajouté, sur un terrain très, très, très complexe, hein, un peu plus que délicat, je ne sais pas quelle sera la sensibilité des générations futures, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, vis-à-vis de ce type d'image. Et j'ai pris l'exemple de la Shoah. Je connais un peu, puisque la sensibilité à l'égard des images de la Shoah a complètement changé
en 50 ans. Je n'ai pas le temps de faire une démonstration. Avec en plus un élément qui n'est pas négligeable et qui nous rapproche, nous, au musée du terrorisme, de ce qui a pu se passer par exemple le Rwanda ou pour la Shoah, c'est la question de la preuve. Ces éléments sont aussi d'une grande sensibilité parce qu'ils peuvent constituer des éléments de preuve. Alors, ce qui est paradoxal, puisqu'ils ont servi d'éléments de preuve. Ce sont des scellés de justice, donc ils ont été insérés dans une procédure judiciaire. Mais bon, pour avoir un peu travaillé sur le négationnisme, je sais très bien que, et on le sait, peuvent surgir dans 20, 30, 40, 50 ans, ça a commencé d'ailleurs, des formes de négation totalement imprévisibles, alors même que les choses ont été jugées. Ce qui s'est passé pour la Shoah. Donc pourquoi ça ne se passerait pas pour des événements, au fond, beaucoup plus faciles à nier, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un élément qui est entré en ligne de compte. Et moi, j'ai découvert un peu ce sujet. Je suis un historien, donc je n'ai pas l'habitude de penser les choses de cette manière-là. Mais on récupère ces objets, on les conserve, on les prépare, et une partie de l'équipe de l'émission qui est là aujourd'hui, on les prépare, mais on ne les montre pas. Et pour des raisons évidentes, du tout. On ne va pas faire un cours là-dessus, on ne montre pas des images brutes de violence. Bon. Ensuite, nous avons des objets qui sont issus de dons ou de scellés, notamment des victimes, qui posent une question que j'ai entendue, notamment hier, mais depuis hier. Avec quelle légitimité? Avec quel intérêt? Le seul intérêt, c'est le récit qu'on va construire. Nous avons une paire de chaussures d'une femme qui a réchappé à un attentat. Elle nous a donné sa paire de chaussures dont elle ne s'est pas séparée pendant un certain temps parce que ça lui a permis on va dire, d'échapper à l'attentat. Le seul intérêt de l'objet, paire de chaussures, eh bien c'est le récit évidemment qu'on va faire autour de ça et qui est de montrer, alors c'est une des thématiques bien sûr sur le terrorisme qui est un peu différente des autres sujets, mais au fond qui rejoint les mêmes choses. C'est comment la violence frappe dans un quotidien. C'est pas la violence dans une situation exceptionnelle, génocidaire, une guerre mondiale, mais là, c'est une situation très différente. Comment on appelle ça dans une formule qui vient de toute une partie de l'historiographie, enfin, une violence de guerre en temps de paix. Voilà. La violence de guerre, une violence de type de guerre frappe une société en temps de paix, donc avec toutes les conséquences que ça provoque. Et puis, évidemment, il y a des objets qui sont sensibles parce qu'ils sont tout simplement dangereux à montrer. En eux-mêmes, ils ne présentent aucune sensibilité particulière. D'ailleurs, ces objets ont été largement diffusés, ils ont été publiés. Donc, ils sont connus du grand public. Ce sont les fameuses caricatures de Charlie, et notamment quelques-unes de ces caricatures qui représentent le prophète. Bon, eh bien, ces objets sont dangereux à montrer. Alors, quand je dis ça, eh bien, oui, quand je dis ça, c'est un vrai débat que nous avons eu, c'est un vrai dilemme, ce sont des questions qu'on se pose tous les jours, ça a des conséquences en termes de sécurité. Nous avons eu pratiquement la seule controverse auquel nous avons dû faire face, je n'ai pas le temps de la développer, mais c'est contraint avec des écoles. Nous avons à un moment été contraints, moi en tous les cas je l'ai vécu ainsi, de ne pas mettre en ligne ces caricatures qui avaient été travaillées par des élèves de collège, parce que la sécurité de ces élèves, la sécurité du lycée ou du collège en question était en cause et que nous n'avions évidemment pas la main sur cette sécurité. Ça a provoqué une polémique tout à fait légitime d'ailleurs, les gens de Charlie n'étaient pas contents, etc. Bon, mais voilà, quand je dis risqué, ça veut dire ici, le risque c'est, alors, d'abord des risques personnels, bien sûr, mais ça, c'est comme ça. Mais c'est aussi, on en revient à un sujet qu'on vient de traiter, de responsabilité. C'est-à-dire que la question de savoir, et j'anticipe quasiment sur ma conclusion, mais la question de savoir si on va les montrer ou pas, c'est un faux problème. C'est vraiment une des choses que je voulais dire en conclusion, mais je le dis ici. Faux problème, pourquoi? Parce que s'il y a véritablement choix, c'est que comment dire, la balance pèse dans l'idée qu'il faut les montrer. Parce que si c'est pour ne pas les montrer, au fond, peut-être qu'il y a des cas dans ce cas-là, mais le vrai problème, c'est quand un objet se doit d'être montré pour toute une série de raisons et que le montrer pose problème. Et là, la sensibilité, c'est pas « ah tiens, je vais le montrer, je ne vais pas le montrer ». Enfin, pardonnez-moi, je caricature un peu, mais c'est bien qu'il y a une nécessité scientifique, artistique, on protège la création, etc., etc. Pour nous, montrer les caricatures de Charlie est indispensable d'un point de vue scientifique et d'un point de vue moral, éthique, politique. Imaginons parler des attentats contre Charlie de janvier sans mentionner les caricatures, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes contraints, à partir de là,
eh bien, il y a toute une question qui se pose, et qu'on s'est posée avec Philippe Barba, puisqu'il est dans une situation, on va dire, quasi identique, de responsabilité. Et la responsabilité, elle existe quand même. Hein. C'est pas, nous sommes un musée, nous sommes une institution culturelle. Ben, si, bien sûr, elle existe, parce que, et peut-être que je vais dire une chose différente de ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport au droit, et je ne suis pas juriste, pas plus que je ne suis muséographe, mais je veux dire, même s'il n'y a pas de disposition spécifique au musée, le musée n'échappe pas à la loi. Donc, et donc, dès lors que les conditions ne sont pas requises de protection de l'ordre public, donc, par exemple, on met des caricatures, je vous promets, ce sont des débats réels, c'est pas des cas de figure abstraits, et ça suscite, parce que ça peut le faire, et ça l'a fait, et ça a tué, un trouble à l'ordre public, je vais le dire ainsi. Eh bien, celles et ceux qui ont pris la responsabilité de faire ça, seront comptables. Ça ne veut pas dire qu'ils seront responsables ou condamnés, mais seront comptables. Et donc, ça veut dire que déjà, avant même que le musée, pour nous, ne soit construit, il y a toute une prise en compte de la sensibilité qui doit aller jusqu'aux questions qui ont été traitées dans la dernière table ronde de responsabilité. Et puis, bon, je vais terminer cette présentation très rapide par deux, trois choses, encore une fois, qui relient vraiment notre propos, tout simplement, notre projet à la discussion générale. Et je me sens moins seul, je le dis, je plaisantais en disant, voilà, un moment de solitude, parce que c'est un moment de conclusion, c'est facile à faire, mais je suis très heureux de cette journée parce que, très sincèrement, je nous sens moins seul. C'est pas moi tout seul, mais je nous sens moins seul parce que j'ai réalisé à quel point une bonne partie des problèmes qu'on se posait, questions qu'on s'interrogeait, on peut les partager avec d'autres dans d'autres contextes. Alors, les objets sensibles sont aussi souvent des objets difficiles à manipuler pour les responsables de collection, pour la régie, etc. Enfin, c'est un débat qu'on a eu. C'est un débat qu'il ne faut pas négliger. C'est un débat qu'il ne faut pas négliger. Pas juste sourire en disant on va appeler un psy. C'est un débat que nous avons eu dans la recherche. J'ai un souvenir très précis, Annette Becker est là, elle s'en souvient sans doute, on avait participé tous les deux à une commission sur l'enseignement des génocides, donc de périodes évidemment particulièrement difficiles sur le plan de la recherche. Eh bien, la question s'était posée de savoir quelles précautions on prenait vis-à-vis d'étudiants, de gens de votre âge, de gens qui allaient se lancer dans une thèse, qui allaient pendant des années côtoyer et vivre avec des sources particulièrement sensibles, difficiles, problèmes que nous avons rencontrés, nous, notre génération, sans qu'on nous ait jamais dit, attention, ça va être compliqué, protégez-vous, faites attention, etc. On ne nous l'a jamais dit. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas un sujet qui est véritablement pris en compte. Il y a un vrai vide, à mon avis, de ce point de vue-là. Bon, voilà, je le dis, alors ça vaut pour des étudiants, mais ça vaut, à mon avis, pour tous les personnels de musée qui travaillent. Enfin, si j'ai bien compris, ce sont des questions que vous vous posez. Et enfin, je dirais un mot, il y a deux mots qui ont été prononcés. Bon, la question de la médiation, de la co-construction. Ce projet n'a pu être possible que parce que nous avons d'entrée de jeu travaillé avec des victimes, des associations de victimes. On a établi un lien de confiance, on s'est inspiré d'ailleurs d'autres expériences, par exemple celle de New York, du musée mémorial de New York, d'un musée mémorial, d'un mémorial qui est à Oslo. Bon. Et ce dialogue, cette co-construction a été fondamentale. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis non pas simplement d'entendre le point de vue des victimes, donc de faire attention à leur propre sensibilité, ça c'est une particularité, on est en train d'élaborer l'expression permanente. Eh bien, nous avons, moi en tous les cas, j'ai derrière moi, dans mon dos, tout le temps 3 victimes qui me regardent en me disant, mais est-ce que tu as raison de faire ceci, tu n'as pas raison de faire cela. Enfin, il y a une sorte de pression morale qui est là, qui est normale. Je pense que beaucoup d'entre vous ici, parmi les professionnels, l'ont déjà rencontré. Eh bien, ce qui a été important pour nous, et je pense que pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, c'est que chacun a pu garder son rôle. C'est-à-dire, le fait de travailler avec des victimes, par exemple, donc des personnes entre guillemets concernées, ne signifie pas abdiquer son métier, ne signifie pas abdiquer son propos. Bien au contraire, il s'agit de l'affirmer. Je pense que c'est aussi, là j'anticipe un peu sur un élément de conclusion, l'un des moyens de sortir, c'est très, très simple ce que je dis là, de tous les dilemmes que pose la question des objets sensibles, c'est tout simplement de l'assumer, c'est-à-dire de le dire. Alors ça plaît, ça plaît pas, non, ça plaira pas. Quand on travaille sur des matières sensibles, il n'y a pas consensus, sinon ce ne serait pas sensible. Donc, à partir de là, dès lors qu'on l'assume d'une certaine manière au départ, qu'on annonce la couleur et qu'on explique, bien, je ne dis pas que tout le monde va être d'accord, on a des désaccords avec les victimes,
mais au moins les rôles, les positions sont donnés. Et pour nous, c'est très important parce que, je vais prendre un exemple simple, concret. Nous avons deux parties, donc nous avons un mémorial et nous avons un musée. Le mémorial, je vais très vite, ce sera un mémorial des non-victimes en France, quelle que soit leur nationalité, à l'étranger, pour les victimes françaises. Bon. Le mémorial va être confié dans le cadre du 1%, donc à un ou des artistes. Dans le cadre de la préparation de ce 1%, nous avons associé des associations de victimes et le ministère de la Culture, dans sa très grande générosité, alors je le dis, toujours été facile, mais là, pour le coup, ça l'a été, nous a autorisé à changer les règles de la commission artistique pour pouvoir y introduire des commissions des victimes, des représentants, des associations de victimes du terrorisme, qui vont donc participer à l'élaboration de ce qui est évidemment l'un des cœurs du projet, à savoir le mémorial. En revanche, sur le musée, nous avons un conseil scientifique et culturel, nous avons une autre instance qu'on appelle l'observatoire où sont représentées les associations de victimes, mais nous ne soumettons pas de la même manière notre exposition, notre programme muséographique de la même manière devant le conseil scientifique que devant l'instance observatoire. Voilà. Et je pense que les associations de victimes ont parfaitement compris qu'elles n'avaient pas forcément leur mot à dire sur chaque choix que nous allons faire, parce que sinon, ce serait... on n'y arriverait pas. Voilà. Alors, j'ai pris combien de temps? J'ai déjà pris, je ne sais plus, beaucoup de temps. J'ai déjà pris 26 minutes. Bon, excusez-moi. Alors, je vais essayer de vous donner... Alors, j'ai un peu de difficulté à conclure. Pour beaucoup, vous connaissez le sujet mieux que moi. Donc, alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces journées qui, de mon point de vue, puisqu'on était, le musée mémorial était un des organisateurs, c'est qu'elles ont rempli parfaitement le rôle. Alors, j'ai beaucoup appris. Je l'ai dit, je me sens moins seul. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Philippe, mais je pense qu'on est un tout petit peu moins seul. On peut partager ces expériences. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une suite d'ailleurs à tout ça, parce qu'on est dans de la pratique. Ce n'est pas simplement la théorie, on est vraiment dans des questions pratiques. Et pour nous qui sommes des missions de préfiguration, qui ne sont pas des musées, c'est vraiment extrêmement important. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Sans surprise, la polysémie du terme sensible. Bon, ce n'est pas une surprise, mais il faut faire avec. Il faut faire avec parce que, alors, et j'évacue la question juridique qui est quand même importante. Certes, il n'y a pas de qualification précise du terme sensible, heureusement. Heureusement que le droit ne va pas jusque-là, si je puis dire. Mais quand même, ce sont des sujets qui ont partie liée avec le droit. Et il ne faut pas l'oublier. On a des normes qui peuvent à la fois nous protéger, mais qui nous obligent. Bon, je laisse de côté ça. Alors, les objets sensibles, les objets sensibles par nature, des images fixes ou animées d'une violence brute. Mais, et on en a, et beaucoup d'entre vous en ont parlé et ont évoqué ces problèmes. La question qui n'est pas évoquée, c'est que nous ne savons pas. Alors, on peut avoir une idée assez simple, c'est un peu le sens commun, là, que telle ou telle image ne doit pas être montrée parce qu'elle va susciter immédiatement un rejet, un dégoût. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, nous ne connaissons pas le degré de sensibilité des publics, voire d'une personne. C'est ça le problème. Vous mettez un objet, tout se passe très bien, et puis, c'est ce que j'ai cru comprendre pour ce qui s'est passé au Palais de Tokyo, dans un cas très différent évidemment du nôtre, mais il suffit d'une personne, bien intentionnée, mal intentionnée, peu importe, on s'en moque, qui va déclencher un problème. Et ça, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, pas plus que, alors ça pour nous c'est un vrai problème, et c'est un problème pour tous les musées, on va dire, où la contextualisation est fondamentale. On ne peut pas éviter le snapshot avec son téléphone d'une partie d'un dispositif qu'on a mis des mois et des mois à élaborer avec des cartels, on a mis des jours à écrire, où on va avoir juste un bout de l'image diffusé sur les réseaux avec tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas l'éviter. Donc il faut faire avec. Alors, est-ce qu'il faut changer? Je n'ai pas la réponse, parce qu'en plus on en est là, à ce moment-là, dans notre travail. Est-ce qu'il faut anticiper ce genre de choses? Voilà, comme quand on écrit des livres, parfois on anticipe le mésusage qu'on peut faire d'une citation ou autre. Bon, c'est plus ou moins facile à faire lorsqu'on écrit un livre. Lorsqu'on est dans une exposition, par exemple, ça me paraît... Voilà, c'est une question que je laisse en suspens. Alors, il y a des objets qui sont donc sensibles par nature, d'autres qui sont sensibles par leur origine. Et là, j'ai eu au fond une sorte de surprise, c'est qu'au départ, je me disais, dans cette histoire d'objets sensibles, au fond, il y a deux éléments qui se rejoignent parce qu'on veut bien les mettre ensemble. Bon, la question, par exemple, de
de l'appropriation, donc qui parle d'objets qui devraient être restitués, etc. Bon. Et puis, par exemple, pour nous, la question des scellés de justice, c'est-à-dire des objets qui en eux-mêmes, d'une certaine manière, en eux-mêmes, recèlent une part de sensibilité évidente, une arme à feu, un vêtement ensanglanté, etc. Et je me suis rendu compte, au fond, que dans les deux cas, la question était la même, parce que je n'avais pas du tout anticipé. Enfin, j'ai aucune compétence sur la réappropriation. Enfin, je regarde ça de loin comme historien, de la mémoire un petit peu. Bon. Mais quand même, ça pose tout simplement une question. Le musée a-t-il le droit de les posséder? Et une fois qu'il a dit qu'il a le droit de les posséder, a-t-il le droit de les exposer? Pour nous, la question des scellés, par exemple, se pose exactement en ces termes. Voilà. J'ajoute un élément qui a été assez peu évoqué, je crois qu'il a été évoqué aujourd'hui, un tout petit peu hier, c'est la protection des personnes, la protection des données sensibles. Alors, voilà, les données sensibles. Alors là, pour le coup, c'est une donnée juridique, sauf erreur. Enfin, non, je sais que je ne me trompe pas, puisque la question des données sensibles nous occupe énormément au musée dans les missions de préfiguration. Pourquoi? Parce que les données sensibles, ce n'est pas simplement celles qui concernent, par exemple, les victimes, mais c'est aussi celles qui concernent les accusés, puisque nous allons utiliser des éléments qui sont des éléments, par exemple, des armes, par exemple, des objets de toute nature, qui ont appartenu à des gens qui ont été condamnés pour terrorisme, dont certains sont vivants, dont certains sont, enfin, la plupart d'ailleurs, pas tous, mais la plupart sont en prison, et qui ont des droits. C'est aussi simple que ça, qui ont des droits. Et donc, là aussi, on est devant le même dilemme, liberté d'expression, de création, d'exposition, et de l'autre, protection des personnes, qui est quand même un des fondements majeurs du droit. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important, qui a été au fond assez peu, qui n'a pas été beaucoup, peut-être parce que les cas qu'on a présentés n'ont pas ce type de problème. Pour nous, ce problème est central, absolument central, puisqu'en plus, on a affaire à des personnes vivantes, donc pour lesquelles la législation n'est pas la même que pour des gens qui sont décédés. Voilà, bref. Et là-dessus, alors, j'ai été frappé, alors, je dis ça sous une forme humoristique, alors c'est naturellement pas drôle, mais il y a des objets, d'une certaine manière, donc, qui sont des objets banals, et qu'on le retrouve dans différents contextes, et qui sont devenus des objets sensibles, on va dire, quasi emblématiques. Il y en a deux. La valise à la paire de chaussures. C'est quand même assez frappant. Enfin, je dis ça en souriant, mais c'est bien que derrière, je ne souris pas. Mais la valise, on le trouve dans la plupart des musées d'immigration. Je veux dire, à Ellis Island, à Paris et dans d'autres. Bon, symbole à la fois de. Voilà, on ne va pas faire un discours là-dessus. Nous aussi, on a des valises. On en a deux d'ailleurs. Une qu'on ne va pas utiliser parce qu'on n'en connaît pas la provenance, donc on ne sait pas, elle a été récupérée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a même hésité à l'ouvrir, on nous a dit faites attention. Et puis une autre qu'on a récupérée récemment, qui est une valise d'un otage, un ancien otage de l'État islamique, et qui est extrêmement parlante par les conditions de détention, etc. Voilà. Et puis les paires de chaussures, bon, j'ai cité tout à l'heure le cas d'une paire de chaussures qui nous a été donnée. Mais j'étais très frappé de voir que ça se retrouvait également, évidemment, dans beaucoup de mémoriaux, avec cette. Il y a aussi toute une écriture de la sensibilité. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Annette Becker dans son introduction. Notre sensibilité aujourd'hui n'est pas la même parce que nous avons l'habitude maintenant d'une forme de sensibilité. On va récupérer les images iconiques d'Auschwitz et du musée d'Auschwitz pour les transposer. C'est ce qui s'est passé notamment l'un des mémoriaux, le mémorial de Kigali. Qui ne ressemble d'ailleurs pas aux autres mémoriaux du Rwanda, qui a utilisé toute cette imagerie avec l'intention de provoquer de la sensibilité, même plus que ça. Enfin, voilà. Donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Bon, et bien sûr, il y a eu aussi, je regarde le temps, vous avez faim, non, il y a aussi la question des mots sensibles. Alors là, c'était sans surprise, mais j'étais très frappé par l'idée d'abord les changements de vocabulaire. Alors, j'en ai deux. Alors esclavé que j'ai appris, mais voilà, c'est un nouveau terme. C'est ça, c'est esclavé. Hein, les romanies, alors ça c'est pour répondre à la question que tu avais posée, Sophie, puisqu'hier il y a eu tout un exposé sur justement cette question-là, où maintenant apparemment le terme qui fait consensus et qu'il faut employer, on est dans un vocabulaire qu'il faut employer, c'est donc les romanies. Donc voilà, la question de la sensibilité parfois débouche sur des choses, comment dire, on progresse d'une certaine manière, parce qu'on résout des dilemmes. Voilà. Bon, ensuite, toujours dans cette question un peu de polysémie du terme,
une question simple, au fond. Alors, il y avait la polysémie des lieux, mais je passe parce que Annette en a très bien parlé. Bon. Mais qui est sensible à quoi? C'est-à-dire, question toute simple, qui définit le seuil de sensibilité? Alors, on en a parlé parce qu'on parle d'éthique, on parle de déontologie. Sauf que, et j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt, parce que nous avons une charte éthique, nous aussi, sauf que, une fois qu'on a dit qu'on respecte une éthique et une déontologie, soit, mais laquelle? Comment? Avec quel seuil? Avec quel choix? Avec quels organismes de contrôle? S'il y a une déontologie, on ne va pas créer un ordre des muséographes ou des scénographes ou des conservateurs. Alors qu'en France, pourquoi pas, mais pardon. Voilà. Donc il y a toute une question sur, au fond, quel est le seuil? Qu'est-ce qui permet de définir la sensibilité? Et là, j'ai trouvé, alors, c'est une impression personnelle, hein, peut-être, on en a parlé un tout petit peu, peut-être pas assez. C'est la question de la sensibilité du public, parce que tout ce qu'on fait là, tous nos débats portent au fond sur la sensibilité, pas les objets qui sont sensibles, hein, c'est la façon dont le public va réagir à tel ou tel objet, exposition, etc. Or, cette sensibilité-là précise, au fond, on ne sait pas grand-chose. Il y a eu une mention hier, qui m'a beaucoup intéressé, d'une enquête de public qui a été faite apparemment sur cette question précise, non pas une enquête de public sur, de manière générale, bon, comme on en fait tous, on devrait en faire, mais sur cette question de sensibilité. Et puis surtout, je crois que c'était Marie-Sylvie, c'est ça, Marie-Sylvie Poli qui disait ça, une mention en passant comme ça, mais alors un jour et demi de prise de tête, excusez-moi, sur la sensibilité. Mais oui, mais les publics sont apparemment en appétence de musées ou d'expositions qui parlent d'objets sensibles. Stop. On s'arrête 30 secondes sur cette... je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais je suppose que s'il y a une enquête, c'est qu'il y a quelques éléments qui vont dans ce sens. Mais alors, notre discussion, qu'est-ce qu'on fait de nos discussions? Jusqu'à quel point, et je m'y inclus, hein, nos discussions ne sont pas des discussions un peu d'entre-soi, c'est-à-dire où nous imaginons dans notre univers, enfin un univers partagé en tous les cas, de valeurs, de manière de concevoir le musée idéal qui est quand même toujours derrière, un peu, derrière ou devant plutôt, et jusqu'à quel point cette sensibilité est avérée. Et si elle est, est-ce que c'est possible d'un point de vue si, ça doit être possible avec des enquêtes un peu approfondies, type sociologique et autres, quelle est la nature de cette sensibilité et que peut-on faire? Puisqu'après tout, les politiques de public se basent aussi beaucoup sur ce genre d'enquête. Comment tirer les conséquences, justement, pour résoudre la question de la sensibilité, plutôt que de l'aborder toujours en amont, c'est-à-dire par rapport à ce qui est imaginé dans la réaction du public. Ce que nous faisons, nous, par définition, par exemple, puisque nous sommes dans une mission de préfiguration et qu'on a beaucoup de mal à faire des enquêtes du public, parce que le public ne sait pas ce qu'on va montrer, quasiment pas. Voilà. Donc voilà, je laisse cet élément en suspens. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. C'est vraiment, ça m'est venu en écoutant beaucoup de tes interventions. Je pense que la question du dilemme de montrer ou de ne pas montrer est parfois un faux dilemme. C'est un faux dilemme. Et on se cache un peu derrière notre petit doigt. Nous voulons montrer. Après, se pose la question, ça a été dit, je crois, dès le premier jour par Claire Barbillon, comment montrer? Bien sûr, c'est le propos même d'un musée. Mais j'ai envie de rajouter une question très simple. Pourquoi montrer? Pourquoi montrer? C'est-à-dire, encore une fois, si on n'explicite pas, et ça a été dit à plusieurs reprises, et ça m'intéresse beaucoup, la dimension réflexive, en tous les cas, le regard qu'on peut porter sur sa propre démarche et surtout de l'exposer au public pour lui expliquer pourquoi on va faire ceci ou cela, ce qui pour nous est un élément central pour expliquer en quoi ce projet qui peut surprendre peut avoir un intérêt pour les publics, eh bien, ça me paraît quelque chose de fondamental. Pourquoi faut-il exposer des objets sensibles? Et là, il faut l'expliciter, il faut le dire, parce que ça n'est pas toujours évident. Si je pouvais... pardonne-moi, si je pouvais ne pas exposer les caricatures de Charlie, que j'apprécie, voilà, mais qui ont tué, voilà, qui ont tué. Bon, je le ferais parce que ça m'économiserait d'abord beaucoup d'argent de sécurité. Enfin, je ne vais pas entrer dans les... Mais voilà, on ne peut pas ne pas le faire. Donc il y a des raisons qu'il est absolument indispensable. La question de l'objet sensible, c'est parce que derrière, il y a une nécessité. Alors, nécessité de quel ordre? J'ai dit respect de la création, respect scientifique, respect politique, je ne sais quoi. Enfin, voilà, mais voilà, ça me paraît un élément fondamental. Bon, je vais pas vous embêter trop longtemps. Je vais terminer au fond par une question
qu'est-ce qu'il faut faire face à cette sensibilité? Mais dans ma question, il y a plutôt face à une hypersensibilité, parce que c'est ça qui nous pose problème. Hypersensibilité, ça veut dire une sensibilité qui va s'exprimer et d'une certaine manière, enfin je dis nous, ceux qui sont responsables ou qui travaillent dans les musées, bon, qui va peut-être nous empêcher de développer le discours que nous voulons développer dans telle et telle circonstance muséale. Alors, est-ce qu'il faut désensibiliser? Est-ce qu'il faut atténuer l'émotion supposée? J'ai entendu le musée, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est une phrase qui m'a frappé, c'est un peu refroidir les passions. C'est un point commun avec le procès, d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, plus chez les anglo-saxons, entre guillemets, que chez les Français. Mais dans le procès, il y a l'idée qu'on va refroidir la passion, justement, pour laisser passer d'autres vérités. Est-ce que c'est le rôle du musée? Faut-il chercher le consensus? Est-ce que le rôle d'un musée, c'est de chercher le consensus? Alors, je sais, le rôle d'un musée, c'est de s'ouvrir au plus grand nombre possible, à tous même, à tous. C'est le musée idéal. Oui, mais lorsqu'on est sur des sujets qui ne sont pas consensuels et que c'est précisément la raison pour laquelle on fait musée, comment est-ce qu'on va rechercher le consensus? Je parle pour nous, là, parce que ça, c'est une question que nous avons. Et donc, voilà, alors les réponses ont été données. Le dialogue en amont, très frappé par ce que disait hier Nathalie Bondy, le dialogue en amont, la co-construction du discours. Bon, je donne un exemple, on en a plein, pratiquement tous les exposés qui ont parlé de cas concrets ont expliqué à quel point la co-construction avec ceux qui seraient ou celles qui seraient susceptibles de ne pas accepter ou de protester ou de se sentir blessé, indigné, humilié ou je ne sais quoi, cette co-construction devient, chacun récupère d'une certaine manière une partie du récit. C'est simple, c'est fondamental. Et puis il y a, alors là je vais plaider pour ma profession, pardonnez-moi, le recours alors à l'expertise en général historique, au sens, c'est pas celle des historiens, mais qui présente, on va dire, un regard historique. Et ça me permet de vendre une idée auquel je crois. Bon, je suis en fin de carrière, donc j'ai le droit de le dire, hein, c'est comme historien. Je crois un peu à la dimension thérapeutique de l'histoire comme perspective, pas de l'histoire comme profession. Hein, je suis pas en train de défendre ma profession. De l'histoire comme perspective, pourquoi? Parce que l'histoire, elle propose une narration, c'est tout bête, mais c'est même le fondement de l'histoire. Mais en proposant une narration, elle propose un sens. Et donc, pour tous les sujets qui sont des sujets pour lesquels il y a une interrogation, il y a une incertitude, il y a un inconfort, qu'il soit identitaire, social, eh bien, l'histoire ne répond pas, ne résout pas le conflit, mais offre une narration qui peut proposer, de certaine manière, du sens. C'est exactement ce que la logique dans laquelle nous nous trouvons. L'histoire met à distance, enfin, c'est le propre même d'un musée. Qui dit médiation dit justement une forme de mise à distance, donc permettre le regard. Et enfin, et c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans beaucoup d'expériences que j'ai entendues, elle offre une forme de comparaison. C'est-à-dire que ce qui est sensible, d'une certaine manière, pour tous les objets sensibles, il faut les... Alors j'ai entendu ce terme qui au départ m'avait un petit peu surpris, les décontextualiser, mais ce n'est pas pour les décontextualiser au sens leur enlever toute explication par le contexte, mais pour les rapprocher un peu plus d'une forme d'universalité. Je sais, aujourd'hui, ça peut être un gros mot, mais voilà, il se trouve que moi, j'y crois encore un tout petit peu. Et voilà, et je vais terminer avec ça, en remerciant tous ceux, alors je parle au nom de tous les organisateurs, donc en remerciant, je ne vais pas les citer, je n'ai pas tous les noms sous les yeux, mais tous ceux qui ont participé, qui ont organisé ce colloque qui a été, je crois, extrêmement intéressant pour, encore une fois, des institutions qui sont en formation. Merci.